Bonjour, je veux d'abord remercier le professeur Morat de m'avoir permis de m'adresser à vous. Je vais donc rapidement me présenter. Je suis docteur en sciences de l'éducation. J'ai écrit 26 ouvrages sur la notion et la pratique de situation-problème et je suis à la demande du professeur Morat en train de préparer un livre pour vous qui sera écrit en espagnol, que vous aurez d'ici quelques mois et qui essaiera de faire le point sur la notion théorique et la pratique de situation-problème. Mais je ne suis pas que cela, je suis un enseignant comme vous, et comme vous, j'ai des élèves. J'ai des élèves tous les jours, des élèves de 11 à 16 ans, des élèves en classe d'histoire. Donc je connais bien les problèmes que vous rencontrez. Je vous dis cela pour vous dire que la situation problème n'est pas pour moi une mode, c'est vraiment quelque chose que je pratique dans la classe. Alors, quels sont les buts de la situation problème? Lorsque j'ai inventé la situation problème, c'était pour répondre à des difficultés que je rencontrais dans la classe. Les principales difficultés, c'était l'intérêt des élèves, qui n'était pas toujours constant, et l'échec scolaire des élèves. Donc je peux dire que j'ai inventé la situation problème en histoire pour lutter contre l'échec scolaire. Quelle est la raison de cet échec? La plupart du temps, la raison de cet échec est que les cours d'histoire sont des cours magistraux, des cours où le professeur sait, s'adresse à des élèves qui ne savent pas et qu'il se dépêche de leur donner des réponses à des questions qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore dans leur tête. L'idée m'est donc venue que l'important, l'urgent, c'était donc de créer des questions dans les têtes des élèves. La deuxième source d'échec des élèves, c'est que ce discours est plaqué et ce discours ne tient pas compte des élèves. Il fait l'impasse sur les élèves. L'élève n'est pas une page vierge, n'est pas une page vide qu'il s'agit de remplir. Non, l'élève est quelqu'un qui sait déjà, qui a déjà des connaissances, qui a déjà des représentations. Alors, qu'est-ce que sont les représentations et qu'est-ce qu'est la situation problème? Les représentations, nous en avons tous. Ce sont des façons de voir le monde, ce sont des attributs que nous accordons à certains concepts, ce sont des catégorisations du monde. Voilà, donc en gros, lorsque nous affrontons des difficultés, lorsque nous essayons de construire des savoirs, nous utilisons, parfois sans le savoir, nous utilisons des concepts, nous utilisons des catégorisations du monde. Et l'hypothèse de travail était donc que si les élèves étaient en échec, c'est que les concepts qu'ils utilisaient, les catégorisations du monde qu'ils avaient, ne leur permettaient pas de comprendre pleinement le cours d'histoire. Alors la situation au problème, c'est une situation pédagogique qui pose problème, comme son nom l'indique. Mais qui pose problème à qui? Aux élèves, qui doit poser problème aux élèves. Et qui doit poser problème à quoi? Aux représentations sociales des élèves. Et c'est cette mise en crise des représentations, ce travail sur les concepts, sur les catégorisations du monde, qui va permettre de comprendre la leçon d'histoire, qui va permettre de mieux intégrer les nouvelles façons de voir, les nouveaux concepts ou les nouvelles notions que vous-même vous leur apportez. Alors, qu'est-ce que c'est, pour être un petit peu plus concret, une représentation? Comme je crois beaucoup à la notion de détour, je vais aller voir dans un tout autre domaine que l'histoire, c'est par exemple celui des saisons. Amusez-vous là, maintenant, entre vous, de prendre une feuille et d'essayer de bâtir un schéma qui explique pourquoi il y a des situations. Pas un discours, mais pourquoi concrètement il y a des saisons sur la planète. Alors vous allez être capable de faire de beaux dessins, vous allez peut-être essayer de faire un schéma, vous allez mettre le soleil au centre, vous allez faire tourner la Terre autour, et vous allez être bien embêté pour essayer de produire une explication. Il vous faut une explication. Alors qu'est-ce que vous allez faire spontanément? Que vous soyez un étudiant, que vous soyez un professeur, que vous soyez un enfant de 12 ans ou un enfant de 8 ans, tous produisent à peu près le même type de schéma. Vous allez faire tourner la Terre autour du Soleil, vous allez la faire tourner à une distance différente, à une distance inégale du Soleil, et bien évidemment,
vous allez penser que quand la Terre est proche du Soleil, eh bien c'est l'été, et quand elle est loin du Soleil, c'est l'hiver. Manque de chance, vous oubliez que c'est en même temps sur la planète l'été et l'hiver. Donc, cette représentation de ce qu'est la chaleur, c'est-à-dire plus je suis proche d'une source de chaleur, plus il fait chaud, plus je suis loin d'une source de chaleur, plus il fait froid, elle n'est pas fausse en soi, mais ici, elle n'est pas dans son champ de validité. Il faut la complexifier, il faut produire une autre représentation. Pour tout vous dire, c'est la quantité de chaleur apportée par unité de surface qui compte. Bon, vous vous rapporterez un de mes articles si vous voulez en savoir plus sur la notion de saison. Mais ce qui m'intéresse dans l'anecdote que je vous raconte, c'est que d'une part, les représentations sont partagées, quel que soit l'âge des gens auxquels s'adresse cette situation. Et la deuxième chose, c'est que cette représentation, elle est spontanément mobilisée par les apprenants, et tant qu'ils continuent à avoir cette représentation, tant qu'elle n'est pas mise en crise, la nouvelle représentation, parce qu'un nouveau savoir n'est jamais autre chose qu'une nouvelle représentation, plus élaborée, ou qui a un champ de validité différent, la nouvelle représentation, c'est-à-dire que, étant donné l'inclination de l'axe de rotation de la Terre, la quantité de chaleur qui parvient à l'hémisphère nord n'est pas la même au même moment que la quantité de chaleur qui parvient à l'hémisphère sud, eh bien cette nouvelle représentation n'arrive pas à se construire. En d'autres termes, persistent chez l'élève les deux représentations. Qu'est-ce que cela peut nous donner en histoire si nous prenons un exemple en histoire, et je vais me rapporter, excusez-moi, je regarde un petit peu mes notes, et je vais me rapporter un petit peu au travail que j'ai accompli dans mon doctorat sur les invasions barbares. Alors les invasions barbares, vous pouvez interroger les élèves sur qui sont les barbares, vous pouvez interroger les élèves sur qu'est-ce qui s'est passé au moment des invasions barbares. Là, je voudrais vous parler de quelque chose qui est très symptomatique. C'est quand on parle des invasions barbares avec, là aussi, des élèves de 12 ans, mes étudiants à l'époque à l'université de Pau ou de Paris 8, ou bien les enseignants que j'ai en formation, ils vous disent à peu près tous que l'Empire romain s'est effondré à cause des invasions barbares. Je suis allé visiter un musée dimanche, le guide m'a servi la même explication. L'Empire romain s'est effondré à cause des invasions barbares, il s'est effondré à cause des barbares. Alors, réfléchissons à cela. La représentation, elle tourne autour du concept de causalité. Comment les apprenants le mobilisent-ils quand ils me répondent cela? Ils pensent à une causalité linéaire, il y a une seule cause, les invasions, l'effondrement, et ils utilisent une causalité exogène, c'est-à-dire la source de l'effondrement, la cause de l'effondrement est extérieure à l'Empire, elle ne peut pas être interne à l'Empire. C'est la façon spontanée que nous avons de mobiliser le principe de causalité. La causalité est toujours linéaire, il n'y a qu'une seule cause, la plupart du temps. C'est très difficile pour l'être humain d'accepter spontanément qu'il y a un champ causal qui peut provoquer un événement. Et la deuxième réaction, et elles vont souvent ensemble, c'est de considérer que la cause est extérieure. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans l'Amérique de Trump avec les migrants et les Mexicains. Après tout, si les États-Unis ont des difficultés, c'est à cause des migrants. C'est-à-dire que là, il n'y a qu'une seule cause et que la causalité, elle est exogène. Et ça marche auprès de l'électeur américain, ça marche parce que, en gros, ça correspond à la représentation sociale dominante du concept de causalité à l'intérieur de la nation américaine, comme à l'intérieur, je pense, de la nation mexicaine, comme de la nation française. Et donc, si vous ne prenez pas en compte cela, vous n'allez pas faire travailler les élèves sur la notion de causalité. Et donc, il est important d'imaginer une situation qui prenne en difficulté les représentations des élèves. On peut imaginer dans un premier temps, par une série de documents, conforter les élèves dans l'idée que les responsables, ce sont les barbares, et les responsables, il n'y en a qu'un seul, les barbares. Et on peut dans un deuxième temps imaginer une situation qui mette en crise cette vision-là de l'histoire, mais qui mette en crise cette vision-là de la causalité, cette maîtrise de la causalité. Et ainsi,
le répéter plusieurs fois au cours des études de l'élève, ce qui lui permettra de mobiliser de manière plus riche, plus complexe le principe de causalité. Après, vous vous rendrez compte également que dans le concept, dans les invasions barbares, il y a pas seulement cela qui rentre en compte. Il y a la vision de l'autre. L'étranger, il a une puissance d'altération de la pureté de ma nation. Hein, il a une puissance altérante. Hein, l'altère, l'autre, il a une puissance altérante. Donc il y aurait à faire un très gros travail sur le concept d'altérité. Et il y a aussi une réflexion à avoir sur le concept de rencontre, c'est-à-dire que la rencontre, est-ce qu'elle est toujours vécue comme un appauvrissement, comme une réduction à un dénominateur commun, ou est-ce qu'elle peut être perçue comme un enrichissement? Et si vous voulez, ça c'est important, comme je le disais à l'instant, non seulement à propos des barbares, mais c'est important sur toute une série de leçons d'histoire qui retiennent le cours de la scolarité des enfants. Alors, comment peut-on faire concrètement dans la classe? Eh bien, il faut redonner tout son sens à la notion de point de vue, c'est-à-dire qu'il faut accepter que la vérité n'est pas blanche ou noire, elle n'est pas grise, elle est blanche, noire et grise, elle est faite de tous les points de vue. C'est ça la vérité sur le plan historique. Après, chacun des participants choisit son camp. On a le droit de continuer à penser que les barbares sont la principale cause, mais au moins on le sait. On sait que c'est plus compliqué que cela et on fait un choix. Et donc moi, ce que j'essaye d'organiser dans ma classe, c'est de faire vivre tous les points de vue afférents à une situation historique, à une réalité historique, et de les faire se confronter. C'est ça la critique de témoignage. La critique de témoignage n'est pas un travail méthodologique de tri du vrai et du faux, c'est une confrontation des différents points de vue, comprendre qu'il y a plusieurs points de vue, comprendre que ces points de vue s'opposent et ne pas les réduire à leur plus simple expression. Au cours de mes différents voyages au Mexique, j'ai rencontré plusieurs enseignants, j'ai essayé de participer à l'élaboration de manuels communs sous l'égide de l'ONU entre le Mexique et les États-Unis, et j'avais essayé de faire triompher ce point de vue-là. C'était que les Américains et les Mexicains, s'ils produisaient un manuel scolaire d'histoire, pouvaient essayer de faire exister leurs différents points de vue, de comprendre le point de vue des Mexicains, de comprendre le point de vue des Américains, de comprendre dans quelle mesure ils s'opposaient, dans quelle mesure ils étaient complémentaires, et après tout, chacun peut se faire son propre avis sur la question. Mais non, comme dans les manuels bilatéraux européens, la stratégie qui a été choisie, c'est la stratégie de choisir seulement ce qui était entendable par les deux parties. Donc on a fait une histoire à minima, une histoire très pauvre, une histoire qui nie la notion de point de vue, une histoire qui nie l'altérité et une histoire qui continue à conforter les représentations, les préjugés, les clichés sur l'autre. Alors, est-ce que la situation problème est une question détonatrice? Elle n'est pas une question détonatrice, elle n'est pas une question posée, elle est une question que les élèves se posent à un moment donné parce qu'ils se rendent compte que leurs représentations ne sont pas opératoires. Est-ce que la situation problème peut être un questionnement historique ou un problème historique? Alors, dans le cas des barbares, il se trouve qu'il y a coïncidence. C'est qu'en fait, en même temps que les élèves se questionnent sur la notion d'altérité, sur la notion de causalité, sur la notion de rencontre, il se trouve que c'est un véritable problème historique qui se trouve posé, à telle enseigne que je pense y avoir joué un petit rôle, c'est que depuis mes travaux et les travaux de quelques autres, dans les programmes français, la période d'histoire que nous étudions en secondaire 2 ne s'appelle plus les invasions barbares, mais s'appelle, comme dans les manuels britanniques ou comme dans les manuels allemands, les grandes déplacements de peuples ou les grandes migrations de peuples. C'est intéressant parce que ça veut dire que les historiens français ont mis des décennies avant de se rendre compte que l'histoire qu'ils racontaient était une histoire qui était fondée uniquement sur les témoins chrétiens catholiques. Et je vais vous apprendre quelque chose. Tous les peuples barbares, sauf un, les Francs,
étaient chrétiens, mais des chrétiens ariens. L'arianisme, qui n'a rien à voir avec les Ariens d'Hitler. Non, un christianisme arien. Et que finalement, qu'est-ce qui s'est passé lors des conquêtes, notamment des Visigoths? C'est que tout le clergé catholique a été chassé par le clergé arien, il a été remplacé par le clergé arien, et ce sont les évêques catholiques qui ont raconté qui étaient les barbares, ce qu'ils avaient fait, et les historiens français, et en partie les Européens, ont été très négligents, ils ont eu tendance à prendre comme argent comptant, pour argent comptant, ce que leur racontaient les chroniqueurs francs, les chroniqueurs catholiques. Et n'oubliez jamais peut-être que ce que rapporte un témoin, ce que nous apprend un témoin en histoire, il nous apprend plus de choses sur lui, sur sa propre sensibilité, que sur les événements dont il témoigne. Voilà ce que je voulais vous dire. J'allais dire pour cette première fois, parce que je pense que ce serait intéressant que de temps en temps, si vous le souhaitez, je puisse intervenir sur des problèmes que vous avez rencontrés ou sur des points particuliers qui seront abordés par vos formateurs, notamment en utilisant le manuel Notions et pratiques de la situation au problème que vous aurez bientôt entre les mains. Je vous remercie, à bientôt.